Bonjour à tous, bienvenue dans la vidéo. Aujourd'hui, nous allons revenir sur la conférence de presse faite par les Américains et pour être précis, par leur secrétaire d'État à la Défense et par leur chef d'état-major de l'armée sur les frappes des B-2. Ils ont fait ça quelques jours après la frappe officielle qui a eu lieu en Iran. Et la motivation principale, si on en croit le discours que l'on a pu écouter, eh bien c'était un petit peu de lutter contre des fausses informations, d'après eux, qui sortaient dans la presse ou des informations tronquées qui passaient à côté, d'après les responsables américains, du principal dans ce dossier. Exactement comme on a pu le faire avec les Pakistanais ou avec les Indiens, ces déclarations. Et si vous avez une bonne mémoire, vous vous rappelez que lors de la conférence de presse indienne, il y avait des petits soucis au niveau des slides. Regardez les photos avant, après, au niveau des bouches d'aération. Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a eu des petits soucis, peut-être des variations au niveau du nord, c'est peut-être le nord magnétique qui se déplace comme vous le savez, mais j'ai quand même l'impression que les choses ne sont pas aussi carrées qu'on aimerait les voir ou que nous sommes habitués à les voir. Juste avant qu'on rentre dans le cœur du sujet, on me demande souvent comment est-ce que je fais pour récupérer mes sources, mes informations. Là, nous allons regarder et réagir directement sur la conférence de presse, mais cette conférence de presse a été grandement commentée et surtout, on va le voir pendant la première dizaine de minutes, le secrétaire à la défense américaine s'en prend un petit peu aux médias. Et comme vous le savez, à l'heure actuelle, s'informer est devenu de plus en plus compliqué. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de découvrir notre partenaire Ground News, qui est là pour vous permettre de garder les pieds sur terre, mais surtout de vous informer des deux côtés du spectre, que ce soit la gauche ou la droite, et même le centre. Et ce qui est très fort avec Ground News, c'est qu'ils vous permettent de mieux appréhender les sources avec le recul nécessaire. Je m'explique. Ce qui est le plus dangereux à l'heure actuelle, c'est le biais de confirmation. Et ce biais de confirmation est souvent servi par nos algorithmes. Vous avez une opinion, vous pensez une certaine chose, vous consommez donc ce type de contenu et l'algorithme va de plus en plus vous servir cela. Si vous voulez prendre du recul, si vous voulez vous informer un petit peu différemment, il est important d'aller chercher des sources d'informations qui se nourrissent de l'opposé de ce que vous consommez. Et c'est là où Ground News peut vous aider, notamment avec son concept de blind spot. Alors sur PC, vous pouvez tout traduire en français, c'est ça qui est génial. Et là, vous avez accès à des milliers d'articles qui vont être rangés fonction qu'ils soient plutôt gauche, droite ou centre. Et le blind spot, ce qui est super, c'est qu'il va vous montrer les sujets dont personne ne parle à gauche ou dont personne ne parle à droite. Si vous voulez des exemples, regardez cette page. On voit clairement que certaines informations ne sortent que d'un côté du spectre et pas de l'autre. Et si vous ne vous informez que d'un côté, vous passez à côté de l'info. Point intéressant si vous suivez cette chaîne, les missiles de défense aérienne en Ukraine. Alors regardons un petit peu dans le détail. Vous pouvez voir 12 articles sur le sujet, 6 sont plutôt de gauche, 1 de droite, le reste du centre. Et vous avez la distribution des biais pour vous rendre compte qui traite le sujet, qui ne le traite pas. Vous avez également un score de factualité et tout cela va vous permettre de prendre plus de recul. C'est d'ailleurs très intéressant de voir les angles pris à chaque fois. Là, par exemple, la traduction littérale, ils vont perdre encore plus de vie avec l'indépendant de Kiev, qu'on peut comprendre. Et la partie droite, quelque chose de beaucoup plus froid de la part du Washington Times. Autre fonctionnalité très sympa, on va regarder par exemple par rapport au sujet du jour avec le B2. Vous voyez un petit résumé des médias plutôt à gauche, des médias plutôt du centre, des médias de droite. Et moi, ce que j'adore, c'est la comparaison des biais. Vous pouvez ensuite regarder tout ça dans le détail si vous le souhaitez. Bref, cela va vous permettre de faire un petit tour de ce qui se passe sur Terre en un temps record et sans vous faire enfermer dans un narratif. Si vous aviez un doute, regardez ce que déclare le directeur exécutif du Centre Nobel de l'après. Ground News est un excellent moyen de rester informé, d'éviter les pièges, d'élargir sa vision du monde. Leur approche pour mieux comprendre comment les préjugés façonnent nos perceptions est inspirante. Et nous sommes fiers de présenter leur plateforme au Centre Nobel de la paix. On ne rappellera jamais assez, la base de la démocratie, c'est d'avoir des citoyens bien informés. Vous pouvez rester connecté avec leur application sur votre téléphone et ce que l'on vous propose en allant sur groundnews.at ou avec le lien juste en dessous, c'est d'accéder à leur programme Avantage qui va vous donner un accès illimité à tout avec 40% de réduction.
Alors c'est le lien qui est juste en dessous, n'hésitez pas, ça peut vous permettre de prendre du recul par rapport à tout ce qu'on voit dans la presse et surtout d'échauffer votre cerveau avant de consommer du contenu indispensable en démocratie. J'y vais. Un tout petit peu de contexte. Nous avons dans cette prise de parole deux protagonistes. Le premier, le secrétaire d'État à la Défense, le 29e, Pete Hegseth. Il a 45 ans, 4 enfants, a été major, c'est l'équivalent de commandant dans l'armée américaine, et après très connu sur Fox News. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a fait l'université de Princeton avant de rentrer dans l'Army National Guard du Minnesota, s'est porté volontaire pour partir à Guantanamo où avec ses hommes, pendant 11 mois, ils ont surveillé les prisonniers, mais également s'est porté volontaire pour l'Irak, puis l'Afghanistan. Il a travaillé dans pas mal d'associations pour les vétérans, comme Vets for Freedom ou encore Concerned Vets for America, a rejoint Fox News en 2014, a conseillé Trump dès 2016 pour son élection au premier mandat, et a, je suis en Suède, des ancêtres norvégiens, c'est pas très loin. Quand il était en Irak, il était avec la 101e Airborne, et il a failli mourir. Ils se sont pris un RPG, ces grenades propulsées par des roquettes dans son véhicule, mais la charge militaire n'a pas explosé, un DOD comme on dit. Et ça lui a permis de survivre. À noter qu'en Afghanistan, c'était en 2011, et il a passé 8 mois à sa demande, à Kaboul, à donner des cours aux locaux pour savoir se battre contre les insurgés. C'est toujours intéressant de regarder un petit peu les parcours de ces personnes qui prennent les paroles. Si vous regardez le général Dan Kane, call sign Raising, c'est un petit jeu de mots avec Raising Cane. C'est le 22e chef d'état-major des armées et lui vient de l'Air Force. Il a fait du F-16, il a 2800 heures de vol, a fait 2 tours en Irak, a pris ses fonctions en février 2025 et a été confirmé par le Sénat en avril, il n'y a pas très longtemps. C'est un fils de chasseur, son père était lieutenant-colonel pilote de combat dans l'Air Force, a fait du football, mais le soccer, le football européen quand il était jeune, a fait sa formation de pilote de chasse à Shepard dans l'unité qui accueille l'Euro-NATO Joint Jet Training. Vous savez, il y a beaucoup de 13 nations de l'OTAN qui s'entraînent aux US, il a eu cette chance de pouvoir s'entraîner et donc d'être immergé dans ce contexte international dès sa formation de pilote de combat. Au moment où il était en 93, il y avait réduction des effectifs, il a eu peur de ne pas avoir de place comme pilote, donc il s'est porté volontaire pour l'Air National Guard, il a eu une place en tant que pilote là-bas, a fait des vols de protection d'espace aérien après le 11 septembre 2001, et a pas mal travaillé, notamment dans les cellules tactiques, pour réfléchir à comment intercepter des Scud dès 2003. Le point qui est intéressant, c'est qu'il est également investisseur. Il a toute une partie d'entrepreneur / de business, en plus de sa casquette militaire. Il a même cofondé une compagnie régionale qui s'appelait Rise Air. Il a rejoint en janvier 2025 Shield Capital, ça c'était avant d'être appelé pour servir, mais dès 2010, toujours militaire d'active, il a créé Kane Group, qui est une boîte de conseil et d'investissement qui porte son nom. Juste avant d'être appelé, 2021-2024, il était directeur associé aux affaires militaires de la CIA. Donc il a dû voir passer quelques dossiers intéressants. Par rapport à ces deux prises de parole, nous, ce qui va surtout nous intéresser, c'est tout ce qu'on ne voit pas, tout ce qu'ils ne disent pas. Car parfois, éviter certains sujets en dit long sur ces thématiques. On va également essayer de regarder la crédibilité des propos qu'ils présentent et essayer, à la fin de cette vidéo, de vous permettre d'avoir un peu plus de recul sur cette frappe, une meilleure compréhension de comment elle se prépare, de comment elle s'exécute, et vous permettre ainsi d'être mieux équipé pour comprendre ce type d'engagement dans le futur. Je vous passe les premières 10 minutes qui sont une attaque un petit peu frontale de la part du secrétaire d'État à la Défense contre la presse et contre les médias, notamment accrédités. Il s'émeut que personne ne fête vraiment la réussite de l'armée américaine, des pilotes de B-2, de F-35, de F-22, et que tout le monde cherche à faire le buzz autour de fuites dans le New York Times sur le fait que peut-être que ces frappes ne sont pas ultra efficaces contre le programme nucléaire iranien. Le général va être très clair sur ce sujet et va d'ailleurs expliquer que son unité, que ces hommes ne font pas de BDA, que c'est les services de renseignement qui sont responsables pour ça. Mais, dans un premier temps, il revient sur les attaques qui ont eu lieu en riposte à ce bombardement. Comme vous le savez, les Iraniens ont tiré des missiles, 14 apparemment, contre notamment la base de Al-Udeid. Et ce que l'on apprend, c'est que la base avait été complètement vidée, que avant 2 systèmes patriotes avaient été amenés, et accrochez-vous bien, de Corée et du Japon, car c'est là qu'il y a les meilleures versions, et qu'elles étaient armées par 44 militaires de l'armée de terre. C'est l'armée qui les met en œuvre, que le plus jeune militaire avait 2 ans d'expérience et 21 ans, le plus ancien, le chef, un capitaine de 28 ans, que l'on met 5 personnes dans un véhicule tactique de patriote, 5 à l'extérieur, un sous-officier et 4 hommes du rang, et qu'ils ont attendu toute la journée l'attaque, car dès le matin,
ils avaient des renseignements, on ne sait pas par qui, qu'une attaque allait avoir lieu. 19h30 locale, le Qatar est attaqué et là, ils ont environ 120 secondes pour répondre. Le nombre exact de missiles tirés n'est pas précisé. Le général détaille quand même qu'il y a un premier moteur qui vient faire sortir le missile et ensuite vous avez la mise à feu du moteur principal. Il explique également que c'était probablement le plus grand engagement de missiles patriotes dans l'histoire des États-Unis et que les Qataris ont également ouvert le feu avec leur propre système patriote. Il explique également qu'il y avait beaucoup de métal dans le ciel entre les missiles iraniens, les boosters des missiles, les patriotes et les débris de patriotes qui sont tombés un peu partout. Point quand même remarquable de tout ça, c'est que c'est une base de l'Air Force, qu'il n'y avait plus personne de l'Air Force et que c'est l'armée qui avait été laissée derrière pour protéger la base. Il nous explique tout ça de manière très vivante, il n'y a pas à dire, si on devait faire un classement entre les Pakistanais, les Indiens, les Américains, là c'est clairement les Américains qui sont le plus à l'aise pour ce prise de parole, derrière les Pakistanais et après les Indiens. Néanmoins, avec ce bel enrobage de storytelling, il ne nous dit pas si certains missiles iraniens ont réussi à passer. On n'a rien en termes de chiffres. On ne sait pas combien il y a eu de missiles interceptés, combien il y a eu de missiles tirés. Si certains ont réussi à impacter la base. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il ne nous dit pas qu'il y a eu 100% de taux d'interception. Petite information néanmoins intéressante, il explique qu'il a été dit aux équipes de patriotes d'orienter leur batterie vers le nord. Donc il semblerait qu'ils avaient une bonne idée d'où allaient partir les missiles. Je vous rappelle que l'Iran c'est très grand. Mais petite information intéressante lâchée au passage. Ensuite, on rentre dans le sujet de la GBU 57. Et là, on est reparti pour du storytelling. On nous raconte une belle histoire, comme quoi, en 2009, au niveau du DTRA, du Defense Threat Reduction Agency, un groupe particulier qui a vocation à avoir des experts qui réfléchissent sur certains types de cibles, eh bien qu'un des officiers est amené dans un souterrain et qu'on lui explique, qu'on lui montre des photos d'un nouveau projet iranien et il va falloir travailler dessus. Et pendant 15 ans, lui, rejoint plus tard par un autre officier, eh bien ils vont vivre, ils vont dormir, ils vont rêver, ils vont penser toute la journée, ils vont être obsédés par ce site de Fordo. Ils vont étudier la géologie, tous les matériaux de construction qui y vont, tout le matériel qui est livré, le système de ventilation, le système électrique, bref, il nous fait toute une histoire à la Hollywood qui est extrêmement intéressante et qui passe bien. Le seul souci, c'est qu'ils auraient commencé les constructions avant cette date-là. Donc, tout ce qu'il nous raconte, il y a peut-être une petite erreur de date. Par contre, point intéressant, pour les Américains, on ne fabrique pas, et je cite, un bunker souterrain à plusieurs niveaux avec des centrifugeuses pour des raisons pacifistes. Nous ne sommes pas ici pour vous proposer une analyse de la lecture du droit international. Plein de personnes vous proposent ça, c'est pas l'idée de la chaîne. Mais ce qui est quand même intéressant, pour faire une petite aparté, c'est que pendant des années, le fait d'avoir la bombe nucléaire permettait justement d'entretenir la paix. C'est un petit peu tout le concept de la dissuasion. Donc vous noterez quand même un biais assez intéressant dans cette phrase. Toujours est-il, il nous explique que le DTRA se rend compte qu'ils n'ont pas d'armement disponible dans l'arsenal américain pour traiter ce site. Et ils vont donc alors lancer un cycle de développement avec la GBU 57, faire des centaines d'essais et de tirs, avec pour seul objectif de détruire cette cible le jour où la nation le décidera. Et il nous annonce que ça a été décidé un jour de juin 2025, donc ça nous donne une petite idée, on ne sait pas la date, mais on sait que c'est en juin 2025 que le président a décidé de le détruire. Le général nous explique qu'il a pu échanger la veille avec l'officier en charge de ce programme, et que ce dernier lui a confié que son cœur était rempli de fierté d'avoir fait partie de cette équipe. Il remercie chaleureusement ses personnels et leurs familles. Dans l'armée américaine, les familles sont toujours très importantes, parce qu'ils ont compris que pour qu'un militaire reste, pour qu'il puisse bien servir sa nation, c'est mieux si ça se passe parfaitement bien avec sa famille. Alors, le petit souci là qu'on peut noter, c'est qu'en fait, la GBU 57, d'après les sources ouvertes, le programme a commencé plus tôt. Donc c'est un petit peu contradictoire avec le storytelling, néanmoins très sympa, du général. Je m'explique. En source ouverte, on trouve que en 2004, l'US Air Force a demandé aux industriels de commencer à réfléchir sur une bombe de 30 000 livres, comme la GBU 57. Pourquoi ? Eh bien, en retour d'expérience des frappes en Irak. Alors, ils ont réfléchi à la GBU 43, la Moab, qui elle vient exploser avant de pénétrer, mais en mars 2007, il y aurait eu les premiers tests sur des tunnels. Et encore une fois, tout à l'heure, il nous a dit que ça avait commencé en 2009. Ce qui est bizarre. En février 2011, par contre, on a 15 millions de budget qui sont alloués pour faire des modifications et des tests. En avril après, 8 bombes qui sont commandées. En février 2022, 81 millions de dollars injectés dans le programme. L'année d'après, la bombe, la GBU 57, est certifiée sur B2.
En avril 2019, 21 millions de dollars en plus, et en octobre 2019, 90 millions de dollars pour commander un nombre non connu de GBU 57. Au début, on pensait qu'il y en avait une vingtaine. Vu ce qui a été injecté, il y en a probablement beaucoup plus maintenant. Pour rappel, GBU, c'est Guided Bomb Unit. On est sur un guidage mixte, GPS, INS. INS est donc un système inertiel. GPS, c'est avec le GPS, mais les clés militaires qui vous donnent une précision métrique accrue. Maintenant, s'il y a du brouillage, s'il y a des soucis GPS, il va savoir mettre de côté les informations qu'il n'estime pas cohérentes, même si sur de temps de chute de l'armement, ça va très vite, et se fier à ses centrales. Donc là, le point qui est intéressant, c'est de voir que la genèse du programme GBU 57, contrairement à la déclaration, c'est pas 2009, ça a commencé avant, même si les bombes ont été modifiées derrière, et d'ailleurs, il explique que le service a été un des plus grands utilisateurs de superordinateurs des États-Unis au moment où ils travaillaient sur le projet. Alors, il faut quand même savoir que c'est pas la première fois dans l'histoire des armées qu'une bombe est construite spécifiquement pour une cible. Regardez les Dam Busters, ceux qui ont détruit les barrages pendant la Seconde Guerre mondiale, avec des bombes spéciales, un entraînement spécial, pour être largué depuis les Lancaster de nuit. Maintenant, on va se focaliser un tout petit peu sur des informations supplémentaires sur l'opération Midnight Hammer. Le général nous fait un petit cours très intéressant sur le weaponring, donc l'art de savoir en fait taper quelque chose au sol. Et il nous explique bien, comme on fait sur cette chaîne depuis longtemps, qu'il faut faire attention à la charge militaire et au retard à l'armement, et que c'est un calcul entre les deux qui va vous permettre d'atteindre l'effet final recherché sur la cible. Et en termes d'effet, eh bien une bombe, qu'est-ce que ça fait? Ça fait du souffle, ça fait de la fragmentation, et ça crée une surpression. Et là, ce qui les intéressait, souffle, surpression. Et il nous explique clairement que chacune des bombes va être réglée avec un retard à l'armement spécifique afin d'atteindre son objectif précis. Là où j'ai un peu plus de mal à le suivre, c'est quand il nous explique que chaque bombe a un objectif spécifique avec un axe d'attaque, un angle, une arrivée et un retard à l'armement qui lui est unique. Mais on nous explique que tout passe par un seul trou. On a 2 fois 6 bombes dans 2 trous, donc un trou 6 bombes, un autre trou 6 bombes, et après sur un autre site dont ils vont pas trop parler, 2 bombes dans le même trou. Et là, le plan est très clair. La première bombe doit casser la chape de béton qui a été installée par les Iraniens, il ne veut pas dire la taille qu'elle fait, mais il dit qu'il le savait, afin de mettre en évidence les trous de ventilation. On est comme dans Star Wars ou dans Top Gun Maverick. Ensuite, l'objectif était de mettre les bombes 2, 3, 4, 5 à l'intérieur du conduit principal. Elles vont arriver à 100 pieds par seconde. Et ensuite, la numéro 6, elle était là en backup, mais on la met quand même. On voit au niveau des images d'illustration qu'ils nous proposent, qui sont donc 3 images qui viennent du même essai qui, grâce à l'OSINT, a été retrouvé. Il semblerait que ça soit l'essai de mars 2007 à White Sand, à 30 km de là où la première bombe nucléaire a explosé. Petit site qui s'appelle Capitol Peak. Et là, ce que l'on voit bien, c'est que sur la première image, vous avez l'effet de souffle dans le tunnel. Et la surpression, forcément. La deuxième vue, vous voyez la précision. Mais moi, ce qui m'intéresse vraiment dans cette deuxième vue, regardez bien, dites-moi ce que vous voyez. Moi, ce qui me marque, c'est les petites ailettes qui rentrent et qui rentrent sans s'opposer au vent relatif, de manière à réduire vraiment la surface qui risque de pénétrer et augmenter ainsi votre coefficient de pénétration dans le sol. Ça, j'avoue, c'est pas banal. Regardez bien au ralenti, on voit la bombe qui rentre et ces 4 petites ailettes, on retrouve ça par exemple sur des missiles AA-12 ADER, ça permet de bien permettre à la bombe de se déplacer, eh bien elles vont se ranier, elles vont se mettre dans le sens de la bombe de manière à éviter de gêner, je pense, lors de la pénétration. Et sur la troisième vidéo, on voit que ça rentre dans la pièce et qu'au moment où le capteur détecte qu'il a traversé la couche, qu'il est dans la cavité, il explose. Alors maintenant, attention, là on n'est pas du tout sur les profondeurs attendues à Forlot. Donc là, ils nous montrent ça, et après derrière, ils utilisent ça comme un argument, comme quoi, regardez, ça fonctionne, mais là, c'est face à du bunker classique. Ce qui serait assez cohérent si c'est les premiers tests qui remontent à il y a quasi 20 ans. Qu'ils ne nous montrent pas les tests avec probablement la technologie qu'ils ont utilisée. En tout cas, ils ne nous montrent pas qu'ils arrivent à suivre une bouche d'aération pendant plusieurs dizaines de mètres avant d'aller exploser. Donc en termes de preuves, on voit des choses, mais il n'y a pas un rapport direct. Alors, c'est quand même un peu mieux que ce qu'on nous avait montré quand il y avait les Pakistan avaient fait leur conférence de presse, mais je suis pas vendu, sold, comme on dit chez les Ricains, pour autant. Je vous avoue que mettre 6 bombes dans le même trou, alors qu'on nous dit que ça arrive avec des angles et tout différents, je comprends pas tout à fait. Et la conférence de presse ne vient pas vraiment
lever les doutes pour les spécialistes. Ce que l'on apprend également, c'est que le job des militaires, et ce qu'ils peuvent nous dire, c'est que les bombes ont été bien fabriquées, qu'elles ont été testées, qu'elles ont été montées, qu'elles ont été délivrées, qu'elles ont bien tapé les cibles et qu'elles ont explosé comme prévu. Et d'ailleurs, l'équipage qui est arrivé derrière, après la première frappe, a dit que ça fait l'explosion la plus claire qu'ils aient vue de leur vie et qu'ils avaient l'impression d'être en plein jour. Donc là, c'est très cohérent avec le plan d'action qui est d'envoyer un premier B2 qui fait sauter les protections et après, derrière, vous avez les autres qui peuvent faire action. Il faut un peu de temps. Ce qu'on apprend également, c'est qu'au niveau des équipages, on est entre capitaine et colonel, que c'est forces d'active, mais également l'Air National Guard du Missouri, qui pour la plupart avaient fait l'Air Force Weapons School, qui est la plus haute école, qui est un peu le Top Gun de l'Air Force. Et là, ils ne peuvent pas s'empêcher de mettre 100 balles en expliquant qu'on ne fait pas de volley et pas de football dans cette école. Il explique également, petit côté storytelling, le lien avec les familles, toujours très important et pour la bonne cause chez les Américains, comme quoi ils sont partis le vendredi, que le samedi soir, les familles ont appris et donc que toutes les familles sont venues au terrain le dimanche pour accueillir les avions. Avions qui sont arrivés en 4+3, donc on avait bien 7 aéronefs, au break, Vertical Whiteman, et qu'apparemment c'est un moment extrêmement intense, je veux bien le croire, pour toutes les familles. Là, il explique clairement l'objectif de l'Air Force et de l'armée américaine de manière générale, c'est ils réfléchissent, ils développent, ils s'entraînent, ils répètent, ils testent, ils évaluent, donc ils débriefent, et ils sont prêts, au coup de sifflet, à intervenir. Et là, il faut être franc, d'un point de vue militaire, d'un point de vue opérationnel en unité, ça ressemble à un grand slam. Grand slam, c'est quand tu as tout réussi et que tu as détruit toute la menace. Et là, il y a une grande différence entre le côté tactique des pilotes en unité et le côté stratégique ou le côté politique. Ce sont des choses différentes. Alors maintenant, on va rentrer un tout petit peu dans les détails. On nous montre des images qui datent du 29 juin 2008. Donc vous voyez la petite incohérence avec 2009 qui nous a été vendue en début de conférence. Surtout qu'après, derrière, on nous explique que les officiers en charge du dossier, ils ont regardé tous les matériaux de construction, ils ont tout suivi, mais si en 2008, c'est déjà fabriqué, ils vont avoir du mal. Donc je pense qu'il y a eu un petit souci, pour des raisons qui leur sont propres, au niveau de ces dates-là. Par contre, au niveau des ventilations, regardez, quand on regarde le nord, j'ai l'impression que soit le stagiaire qui a mis le nord, il s'est un peu loupé, soit il y a un peu d'incohérence. Donc au niveau de ces images 2008 et l'après-frappe, je suis pas tout à fait satisfait, au sens où j'ai le nord qui bouge un petit peu, j'ai des petits doutes, et là, quand il y a un doute, j'aime pas trop, surtout avec la prise de parole où on nous explique que c'est des caps différents, des angles différents. Je vois pas pourquoi est-ce qu'on fait arriver les bombes avec des caps d'arrivée différents si c'est pour tout faire passer dans un trou. Et encore une fois, cette notion de tout enfiler dans un trou comme ça, je l'ai vu dans Star Wars, personnellement je l'ai jamais vu au combat. Je dis pas que ce n'est pas possible, je dis juste que à part l'absence de cratères ailleurs, on n'a pas vraiment d'arguments qui viennent nous prouver que c'est effectivement ce qui a eu lieu. Donc quand les Pakistanais disent ils ont abattu 3 Rafales mais ils montrent pas d'image, on dit on n'a pas les images pour le prouver. Là, les images ne nous permettent pas de dire oui, les 12 bombes sont rentrées dedans. J'ai envie de vous dire ce qui crédibilise de plus le fait qu'il y ait vraiment eu 14 GBU-57 de tirer, c'est que les Iraniens ont tiré 14 missiles balistiques en disant c'est pour chaque GBU. Alors maintenant, est-ce que c'est effectivement une mission historique comme ils le disent? Absolument. Absolument, c'est une mission historique qui va marquer l'histoire des armées, qui va être étudiée pendant des années, et ce n'est pas n'importe qui peut projeter à l'autre bout du globe du bombardier pour tirer vertical à l'intérieur d'un bunker en profondeur. Il faut le dire, c'est oui, à ma connaissance, la seule armée à l'heure actuelle apte à faire ça. Maintenant, attention aux arguments d'autorité. À un moment, il dit, vous venez de voir une vidéo qui vous montre à quel point l'armement est capable et du coup, ça veut dire que ça a fonctionné. La vidéo qui nous montre, la bombe, elle traverse que quelques mètres de béton, donc c'est un cas d'usage qui n'a pas grand-chose à voir avec le cas qui nous expose. Donc ce qui nous manque comme information, c'est vraiment cette confirmation que plusieurs bombes sont bien rentrées au même point. On ne connaît pas la longueur du tunnel, même s'ils nous montrent des informations, ils n'ont pas voulu nous donner la longueur du tunnel qu'ils connaissent forcément. Je me pose quand même des questions sur une bombe qui n'arriverait pas tout à fait verticale, qui rentre un petit peu, qui explose sur un côté du conduit, qui fait effondrer le conduit. Enfin, ça me paraît assez compliqué tout ce qui peut se passer à l'intérieur de ce conduit. Envoyer 6 bombes d'affilée dedans, c'est impressionnant, mais ça manque un petit peu de preuves pour qu'on achète à 100% à l'heure actuelle. Ensuite, derrière, ils vont s'appuyer sur la déclaration des Nations Unies, de l'agence atomique, de la CIA pour dire que le job a été fait. On en saura plus dans les prochaines semaines, on n'a pas besoin d'avoir un jugement, un avis de suite. Ce qui est sûr, c'est que d'un point de vue politique, la victoire est certaine. On a confirmation qu'il y avait bien 7 B2, il y aurait eu plus d'une 50aine de tankers également qui ont participé à la mission. On n'a pas d'informations sur les 2 bombes qui sont allées à Natanz, donc du coup,
probable que le B2 ait fait 2 tours. S'il est tout seul, il tire une première fois, comme ça il a fait sauter le bouchon, et après derrière il se représente et il met sa bombe verticale. C'est en tout cas le plus logique. Et on ne parle pas trop des sous-mariniers, d'ailleurs il parle énormément des pilotes de B2, des pilotes de F-35, mais on n'a pas grand-chose pour les sous-mariniers, qui sont un petit peu les oubliés de l'histoire. Je vous rappelle que les sous-mariniers ont tapé avec des Tomahawk le site de Isfahan. En définitive, on voit quelques incohérences en termes de timeline par rapport à 2009, avec un début de construction qui était avant 2008, quelques incohérences également avec le début de la construction de la GBU 57 qui commence en amont par rapport au storytelling, au narratif là, qui nous est vendu, un manque d'informations détaillées malgré les schémas, malgré les vidéos, pour venir vraiment appuyer le narratif qui nous est vendu, mais il faut le reconnaître, une démonstration de force certaine et un rappel de la crédibilité et de la capacité de l'armée américaine au monde entier. Maintenant, pour ce qui est des fuites dans la presse et d'utilisation de la presse de certaines sources, on va vous traduire un petit passage où le secrétaire d'État à la Défense américaine n'est pas très content, mais ce qu'il affirme sur les journalistes américains s'applique bien au-delà de leur continent. Je vous dis à très vite sur le bassin d'Arcachon pour voler ensemble, ou pourquoi pas à la rentrée pour un team building, pour un événement ensemble. N'hésitez pas à nous contacter et d'ici là, fly safe. Et c'est pourquoi c'est presque personnel quand nous voyons la manière dont les fuites sont utilisées pour tenter de discréditer le résultat ou de brouiller les pistes sur l'impact de ce qui s'est passé, sans faire preuve de responsabilité avec l'information et sans laisser les professionnels évaluer et fournir ces informations exactement comme l'a fait le président. Donc merci, Monsieur le Président, pour ces informations.